Avant que le soleil n'inonde les monts Wudang de sa lumière dorée, les moines du monastère de Wu gravissent les dernières marches qui mènent au sommet du Wudangshan. Les monts Wudang sont situés en plein cœur de la Chine, dans la province du Hubei. Ici, sur la montagne sacrée des taoïstes, les religieux méditent chaque matin avant l'arrivée des pèlerins. Ils vénèrent le dieu Zhenwu. La légende dit qu'en des temps immémoriaux, Zhenwu aurait accédé ici à l'immortalité au terme d'une longue méditation. Le temple d'or lui a été dédié. Zhenwu est l'une des divinités du taoïsme, un courant spirituel issu de la Chine ancestrale. Selon la légende, cette philosophie aurait donné naissance il y a plus de 700 ans à l'art martial du Tai Chi Chuan, également appelé la méditation en mouvement. Dans le palais de l'harmonie suprême, les moines chantent des textes liturgiques anciens. Ils cherchent à retrouver le Tao, l'origine de toute vie, un principe universel suprême qui régit l'ensemble des processus naturels. Parti de la vallée, un groupe d'élèves pratiquant le tai chi se rend en pèlerinage au sommet de la montagne sacrée. Le sentier qu'ils empruntent suit les traces du mythique Zhenwu, un chemin parsemé de monastères et de temples, une voie qui mène aux sources du taoïsme et du tai chi. Les jeunes gens profitent d'une halte au temple de la Meule pour s'entraîner. D'après la légende, le jeune Zhenwu aurait rencontré ici une vieille femme qui frottait inlassablement une barre de fer pour la transformer en aiguille. Désespéré de ne plus progresser dans ses exercices de méditation, Zhenwu était alors sur le point d'abandonner son ascèse. Mais la vieille femme, qui poursuivait gaiement sa tâche, lui apprit que seule la patience et la persévérance pouvaient conduire au succès. Pour Ming Yue et ses camarades, les légendes comme celle-ci sont toujours bien vivaces. Ils pratiquent le tai chi 6 heures par jour. Ming Yue a commencé sa formation il y a 3 ans auprès de son oncle, l'un des maîtres de tai chi les plus réputés de Wudang. C'est au début de son apprentissage qu'il a reçu son nouveau nom. En français, Ming Yue signifie « clair de lune ». Quand on pratique le tai chi, on est plus serein dans la vie. Il y a moins de conflits relationnels. Le tai chi fluidifie la circulation sanguine et celle du qi, l'énergie corporelle. On se sent particulièrement calme et apaisé. Les montagnes que ces jeunes gens parcourent regorgent de légendes ancestrales. Ainsi, on dit qu'il y a près de 700 ans, le moine taoïste Zan Sanfeng aurait vécu ici. Et d'après la légende, c'est cet ermite qui aurait inventé les premiers exercices de tai chi, un art qu'il aurait conçu en observant les animaux qui l'entouraient. Zan Sanfeng aurait étudié de près l'interaction du yin et du yang dans la nature. Le yin, souple comme l'eau, et le yang, chaud comme le soleil et dur comme le métal, deux principes indissociables, car complémentaires et opposés. C'est en observant dans cette grotte un combat entre une grue et un serpent qu'il aurait posé les grands principes du Tai Chi Chuan, un art martial dit interne. Ming Yue et ses amis passent devant le palais céleste violet. Les temples de l'actuel monastère de femmes ont été bâtis sous la dynastie Ming au XVe siècle. À cette époque, et pour quelque temps seulement, le taoïsme était considéré comme la religion nationale de la Chine. Aujourd'hui, les cérémonies taoïstes jouissent d'un fort regain d'intérêt. Elles attirent en Chine de nombreux visiteurs venus de Taïwan ou de Corée. Il y a encore quelques décennies, sous le régime communiste de Mao Tse-tung, toute manifestation religieuse et culturelle était interdite ici. Dans certains monastères taoïstes, des religieuses et des moines vivent sous le même toit. Le moine Zhu Huaying est le médecin du monastère. Adepte de la médecine taoïste et spécialisé dans la phytothérapie,
Il cueille ces plantes dans des lieux inaccessibles qu'il est le seul à connaître. Cette plante s'appelle Jishutong. Elle sert à fluidifier le sang. À Wudangshan, on nomme celle-ci Yingyangguo. Son nom scientifique est Suoluogo. Elle est efficace contre les maux d'estomac. En Chine, les plantes médicinales des monts Wudang sont célèbres pour leur pureté et leur très grande efficacité. Zhu Huaying est à la fois pharmacien et médecin. Pour chacun de ses patients, il prépare une recette personnalisée. Son apprenti, Sheng Hang, a quitté sa ville natale située très loin d'ici pour apprendre son métier auprès du vieux phytothérapeute. Comme jadis, dans les monastères européens, la médecine traditionnelle se transmet d'homme à homme et de manière personnelle. À l'instar du tai chi, la médecine traditionnelle chinoise est basée sur le concept taoïste des énergies. Depuis plusieurs siècles, phytothérapie et acupuncture poursuivent le même objectif, renforcer le qi, une sorte d'énergie vitale qui parcourt le corps. La formation des élèves de Tai Chi, comme Ming Yue, comprend également une réflexion sur les bases éthiques du taoïsme. Pour accéder au véritable bonheur, il ne faut pas se concentrer sur soi-même, mais accorder la vertu avec les principes du cosmos. L'objectif spirituel de sa voie est le Tao, l'indicible, l'unité originelle qui pénètre tous les plans de l'existence. Avant la dernière ascension, les élèves pratiquent d'autres exercices dans ce temple accroché au flanc de la montagne. La plupart des formes de tai chi sont basées sur d'anciennes traditions guerrières. En enchaînant de manière très précise certains mouvements, les élèves apprennent à produire un flux continuel de qi qui permet d'équilibrer le yin et le yang dans le corps. L'homme est alors en harmonie avec lui-même, un état qui a des effets bénéfiques sur sa santé. J'étais assez faible physiquement, souvent malade. Je souffrais de maux de tête et d'estomac. Je manquais souvent à l'école. Depuis que je pratique le tai chi, je n'ai pas un seul rhume durant l'année. Le sommet du Wudangshan est épargné par le brouillard. Comme des millions de pèlerins avant eux, les jeunes gens ont gravi des milliers de marches pour atteindre le palais de l'harmonie suprême. Ce pèlerinage, c'est un peu leur chemin de croix, celui qui les mènera vers un objectif supérieur, une sorte de métaphore. Tian Liyang est le professeur et le maître de ses élèves de tai chi. Aujourd'hui, comme la plupart des visiteurs, il a pris le funiculaire pour atteindre le sommet du Wudang. Il a passé la matinée avec un vieil érudit taoïste. L'époque où le monastère était plongé dans le calme et l'isolement est à présent révolue. Le palais de l'harmonie suprême est aujourd'hui l'un des lieux de pèlerinage les plus prisés de Chine. Chaque jour, la montagne sacrée des taoïstes accueille des centaines de visiteurs venus du monde entier. Ming Yue et ses amis viennent eux aussi honorer le dieu Zhengwu et réciter leurs prières. Quand on pratique l'épée, il ne faut pas la tenir trop serrée et ne pas mettre le doigt ici. Il faut relâcher les épaules et les bras.
Il ne faut surtout pas être brusque. Relâche ton corps. Regarde comment j'effectue ce mouvement. Maître Tian Liyang maîtrise toutes les formes du tai chi traditionnel de Wudang, un style qui a été enseigné et perfectionné des siècles durant dans ses monastères. Comme dans toutes les formes de tai chi, dans la forme de l'épée aussi, chaque détail compte. La position des doigts, le placement de la main ou des pieds doivent répondre à des critères bien précis. Sans quoi, le chi ne peut pas s'écouler correctement, la position est instable et l'adversaire peut alors s'en donner à cœur joie. Bon, arrête. Il faut bien faire fonctionner cette partie. Ne pointe pas comme ça, comme si c'était une épée. Allez, recommence ce mouvement. Il y a une idée de grandeur dans le tai chi. Même l'univers, malgré son immensité, est compris dans le tai chi. Le tai chi chuan est fondé sur la complémentarité du yin et du yang. Comment le yin et le yang sont-ils représentés dans le tai chi chuan? Au niveau des mouvements, le corps monte et descend, se lève et se baisse, va à gauche et à droite, en avant et en arrière. Ces mouvements sont toujours opposés, mais unis. Faites un cercle plus grand. Voilà. Dans l'exercice de la poussée des mains, souvent appelé push hands, les élèves apprennent à dévier rapidement et de façon intuitive l'énergie de leur adversaire avant qu'il ne la libère contre eux. Ceux qui, comme Tian Liyang, maîtrisent cette technique et gardent un contact permanent avec le sol, ont peu de chances d'être déséquilibrés et donc vaincus. Le tai chi sert surtout à se défendre. Pour riposter, les adeptes de cet art martial interne utilisent l'énergie de leur assaillant. C'est à 500 km plus au nord, dans la province du Henan, que se trouve l'une des autres sources du tai chi chuan. Pour nous y rendre, nous choisissons le train, l'un des moyens de transport les plus sûrs et les plus confortables de Chine. Nous débarquons à Chenjiagou, une petite localité discrète située dans la plaine fertile du fleuve Jaune. C'est la saison des récoltes. Dans la campagne, les paysans ramassent des cacahuètes et du maïs qu'ils étalent sur les routes pour les faire sécher. Le Henan est la province la plus peuplée de Chine, le grenier à blé des centres industriels qui ne cessent de se développer dans l'est de la Chine. Dans les campagnes, en revanche, le progrès a bien du mal à s'implanter. Certes, ici, les gens ne meurent pas de faim, mais la plupart des paysans vivent dans la pauvreté. Mais Chenjiagou possède un produit d'exportation d'une qualité toute particulière. En secret, et pendant plusieurs générations, le clan familial des Chen a développé l'un des styles de tai chi les plus connus de Chine, un style qui a marqué de façon décisive tous ceux qui lui ont succédé. Avec les monts Wudang, le modeste village de Chenjiagou est pour ainsi dire le berceau du tai chi chuan. La tradition des Chen a dépassé les frontières de la Chine. Aujourd'hui, elle fascine même les Européens. Dirigé par Jan Zilberstorff,
un professeur de tai chi installé à Hambourg, un groupe de voyageurs allemands débarque à Zhenjiagou. Les étrangers sont rarement aussi nombreux à s'aventurer dans ce petit village perdu au fin fond de la Chine. L'arrivée des longs-nez, c'est ainsi que les Européens sont appelés dans la langue populaire, est une attraction pour les jeunes comme pour les vieux. Jan Zilberstorff a vécu plusieurs années à Zhenjiagou, où il a appris le tai chi auprès du grand maître Chen Jiaowang, une célébrité en Chine. La grand-mère de son ancienne famille d'accueil se réjouit de cette visite surprise. Sur le toit, où il s'est lui-même entraîné jadis, Jan Zilberstorff montre à ses élèves un exercice préparatoire appelé le pilier. Un tout petit peu vers l'avant. Abaisse la poitrine. Ok, reste comme ça. Depuis près de 20 ans, Jan Zilberstorff pratique le tai chi tous les jours, plusieurs heures par jour. Et à présent, il s'y connaît suffisamment pour identifier le moindre blocage d'énergie. Au fil de l'exercice, la posture du corps se modifie. Le fait de se laisser aller à la pesanteur libère le corps de l'intérieur. Cela signifie que tous les canaux d'énergie sont grands ouverts. L'énergie peut donc s'écouler librement. Tous les organes fonctionnent de concert les uns avec les autres, ce qui produit un effet très positif sur le corps. C'est ça la base de tout le système. Il faut donc commencer par apprendre à se tenir correctement debout, adopter une attitude physique et mentale adéquate qui permettra ensuite de passer aux autres exercices. Car les mouvements, les pas et tout le reste sont basés sur cette attitude-là. Dans la région de Zhenjiagou, les membres de la famille Chen dirigent plusieurs internats de tai chi très réputés. Ici, les élèves s'entraînent 6 heures par jour en plus des cours habituels. Comme à Wudang, ces internats forment des élèves venus de toute la Chine. Bien qu'aujourd'hui, à l'instar du grand maître Chen Xiaowang, la plupart des meilleurs professeurs de Zhenjiagou enseignent à l'étranger, les écoles de tai chi restent très fréquentées. Bon nombre de Chinois apprécient le tai chi pour ses effets bénéfiques sur la santé. C'est dans la plus vieille école du village qu'enseigne Chen Chiqiang, un neveu du grand maître, descendant de la famille Chen de la 20e génération. Baisser le corps, lever les mains, ces deux articulations doivent former un triangle. La main et l'avant-bras forment également un triangle. Ensuite, en même temps que vous baissez le corps, pivotez de gauche à droite. Déplacez la jambe, déplacez le centre de gravité, levez la jambe, avancez le centre de gravité, déplacez le centre de gravité, baissez le corps, donnez un coup de pied. Appelé la forme à main nue, cet exercice est le plus important de tous les systèmes de tai chi. Dans le style Chen, les élèves étudient lentement et rigoureusement jusqu'à 75 positions différentes, des enchaînements de mouvements adaptés à chaque situation de combat. Car pendant un duel, justement, tout va très vite. C'est là que l'on voit si les élèves sont déjà capables de dévier l'énergie de leur adversaire pour qu'elle se retourne contre lui. Le fondateur de cette tradition familiale est Chen Wanting. Ce général de la dynastie Ming développa au XVIIe siècle le système des arts martiaux internes en alliant les styles de combat les plus efficaces de son temps à la doctrine taoïste des énergies et à ses différentes techniques de méditation. La poussée des mains n'est qu'un exercice parmi tant d'autres dans l'apprentissage de l'art du tai chi.
Un petit musée à la périphérie du village a été consacré aux plus célèbres maîtres de Chengjiagu. Parmi eux, Chen Changqing, un grand maître de la 14e génération qui réforma le style Chen et transmit les secrets de la famille à Yang Lushan, un élève extrêmement doué qui ne faisait pas partie du clan familial. Ce dernier développa plus tard le style Yang, qui donna naissance à d'autres styles familiaux aujourd'hui enseignés dans le monde entier. Représentation de Tai Chi en l'honneur des hôtes d'Allemagne. Jan Zilberstorff a lui aussi fait son apprentissage dans cette école traditionnelle qui a formé de nombreux champions nationaux en Chine. La forme classique, appelée aussi forme à main nue, est l'une des 8 formes du style Chen. Le dragon jaune piqué avec la hampe. C'est le nom de cette figure de la forme du javelot. La plupart de ces mouvements portent des noms très poétiques, qui rappellent que dans le tai chi, le combat est aussi un exercice de méditation. À force de patience et de régularité, au fil des entraînements, les élèves apprennent à pénétrer une sphère plus profonde de leur conscience spirituelle. Leur objectif est d'atteindre le Wuji, un état de vacuité dans lequel ils retrouvent l'unité éternelle du yin et du yang. Dans le style Chen, la relation originelle entre la méditation en mouvement et l'art martial est bien plus apparente que dans beaucoup d'autres styles plus récents. Le tai chi, c'est à la fois la lenteur et la rapidité, la douceur et la dureté. Et le style Chen est pour ainsi dire le style originel. C'est le plus authentique de tous, celui qui enseigne la totalité des éléments qui forment le tai chi. Les styles développés plus tard ont essayé de simplifier le tai chi pour le rendre plus rapidement accessible à un maximum de gens. Ces styles-là ont laissé de côté la rapidité, l'explosibilité du tai chi, mais aussi certains éléments de combat, tout simplement parce que beaucoup de gens n'étaient pas très intéressés par l'art martial en lui-même, l'autodéfense. C'est ce désintérêt-là qui a donné naissance à des systèmes simplifiés. Nous poursuivons notre voyage vers une source philosophique du tai chi, une doctrine qui a influencé toutes les écoles de cet art martial interne. Elle se trouve dans l'ouest de la Chine, près de l'ancienne cité impériale de Xi'an. Vieux de plusieurs millénaires, le monastère de Lugantai est situé au pied des monts Qingling. C'est ici, dit-on, que le philosophe chinois Lao Tzu aurait écrit il y a près de 2300 ans le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, l'un des ouvrages les plus célèbres du taoïsme. C'est dans l'isolement de ce monastère que se développa non sans mal la tradition mystique de Lao Tzu. Pour s'imposer, elle a dû résister non seulement aux communistes de Mao, mais aussi aux souverains des anciennes dynasties qui combattirent avec acharnement la seule religion originaire de Chine. Sa pratique rituelle a été fortement influencée par le bouddhisme pratiqué en Inde. L'objectif de la philosophie de Lao Tzu est de retrouver le Tao, l'origine de l'être et l'unité première du monde. Un mystère qu'aucun mot ne peut décrire, puisque définir le Tao impliquerait fatalement d'en limiter le sens.
Pour retrouver le Tao, le sage ne doit pas gaspiller son énergie dans l'action volontaire, mais au contraire s'adapter aux éternelles mutations dans le cosmos. L'abbé Wen Farong est l'un des plus célèbres érudits taoïstes de Chine. Entre autres disciplines, il a choisi la calligraphie pour pratiquer la philosophie de Lao Tzu. Wen Farong dessine deux anciens idéogrammes chinois, deux concepts clés du Tao Te Ching de Lao Tzu, Chong, l'équilibre entre le yin et le yang, qui donne naissance au Che, l'harmonie. Comme le tai chi et la méditation taoïste, cet art vise lui aussi la contemplation. En s'absorbant dans la signification profonde des idéogrammes, en excluant toute volonté, le calligraphe parvient à exprimer le véritable esprit de ses caractères. Ces deux caractères sont les idées principales de Lao Tzu. Lao Tzu considère que la nature vit dans l'harmonie du yin et du yang. Dans son livre de la voie et de la vertu, on lit que les 10 000 êtres de la nature naissent du yin, grandissent dans le yang et aboutissent à l'harmonie. Yin et yang sont essentiels dans l'univers. L'évolution des 10 000 êtres illustre bien l'importance d'une relation harmonieuse entre la nature et le yin-yang. Un tampon est ensuite apposé en guise de signature. L'entrée de la Chine dans l'ère de la modernité a transformé de manière radicale le visage de l'ancienne ville impériale de Xi'an. La circulation automobile est de plus en plus dense. Cette métropole de plusieurs millions d'habitants est au bord de l'implosion. Pour autant, les traditions de la Chine ancestrale n'ont pas disparu, bien au contraire. En ville comme dans les monastères, elles ont survécu aux troubles politiques des siècles passés et sont présentes dans le quotidien de tous les Chinois. À l'ombre des vieux murs de la ville, différents groupes se rassemblent pour le programme de remise en forme du matin. Ce groupe-là, par exemple, pratique la forme populaire du style Yang. Ici, chacun peut s'adonner à son hobby préféré. Les parcs sont des lieux de rencontre très appréciés des Chinois, car chez eux, ils n'ont que peu de place pour ce genre d'exercice. Même certains médecins et guérisseurs traditionnels proposent leurs services en plein air. Pour un massage des pieds d'une demi-heure par exemple, comptez quelques yens seulement, environ 50 centimes. Juste à côté, Shen Shijing et Jan Zilberstorff font une démonstration de l'exercice appelé la poussée des mains. Shen Shijing est un maître de tai chi qui a été le tout premier professeur de l'allemand à Chengjiagu. C'est lui qui a introduit Jan Zilberstorff dans la famille du grand maître Chen Jiaowang. Si la forme à main nue invite les élèves à se concentrer sur eux-mêmes, cette forme-ci, en revanche, les prépare au combat. Dans la forme à main nue, nous apprenons à déplacer notre énergie interne du centre, du dantian, à travers tout le corps et jusqu'au bout des doigts, et de là, à la faire retourner au centre. Pour les pieds et la tête, c'est exactement la même chose. L'énergie part du centre jusqu'aux extrémités, puis retourne vers le centre. Dans l'exercice de la poussée des mains avec un partenaire, non seulement mon énergie va de mon centre jusqu'au bout de mes doigts, mais du fait que les mains de mon partenaire sont toujours en contact avec les miennes, mon énergie traverse son corps pour parvenir à son centre. Nos deux centres sont alors reliés, et c'est à l'intérieur de cette communauté d'énergie que nous nous entraînons. Ce maître de Qigong est lui aussi spécialisé dans la transmission d'énergie. Il nous expliquera plus tard avoir envoyé une énergie curative dans le corps de ce patient qui souffre de violentes douleurs dorsales. Mais même en Chine, certains voient cette thérapie d'un œil sceptique. Ces adeptes, en revanche,
pense que la transmission d'énergie permet de dénouer de profonds blocages dans l'organisme. Mais pour que les effets positifs de cette thérapie soient durables, le patient doit pratiquer lui-même quotidiennement des exercices de Qigong. Les mouvements du Qigong sont basés sur les mêmes principes que le Tai Chi. Même à l'hôpital de la province du Shanxi, dans le centre de Xi'an, les anciennes traditions sont toujours présentes. En Chine, en plus des disciplines classiques de la médecine occidentale, la plupart des cliniques disposent d'un service de médecine traditionnelle chinoise. Avant le début du traitement, les thérapeutes interrogent le patient de façon complète et le soumettent à une palpation du pouls bien spécifique. Après quoi, ils posent sur son corps des ventouses ou des aiguilles d'acupuncture. Des études réalisées en Chine et en Europe ont montré que cette thérapie était particulièrement efficace pour les maladies et douleurs chroniques. Certains médecins sont des masseurs expérimentés qui n'hésitent pas à se servir de leurs pieds en fonction des douleurs et de la corpulence de leurs patients. Ce jeune homme est atteint d'une hémiplégie faciale. À l'aide d'aiguilles, le docteur Fu stimule le flux de qi dans le corps. Par cette thérapie, le docteur Fu essaie de dénouer les blocages d'énergie, de stimuler les fonctions organiques et de renforcer le système immunitaire. Du point de vue de la médecine chinoise, les points d'acupuncture sont un ensemble. C'est un réseau qui passe par les veines, les nerfs, les liquides organiques. C'est un processus complexe qui régule les fonctions des méridiens. En Chine, cette médecine traditionnelle basée sur la dynamique des énergies, le qi et les méridiens n'a cessé de se développer au cours des siècles. Et aujourd'hui, elle trouve aussi un certain écho en Occident. N'oublie pas qu'au Tai Chi, c'est comme si on était suspendu par le crâne. Cela signifie que ce qui est lourd glisse vers le bas, mais ce qui est léger doit aussi monter vers le haut. Dans un cabinet d'acupuncture de Hambourg, Jan Zilberstorff traite un patient qui a été opéré d'une hernie discale. Après plusieurs séances d'acupuncture, il apprend à soulager son dos grâce à des exercices bien précis. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, ce patient ne souffre plus. Attention, ne force pas trop, ne serre pas la poitrine, reste bien ouvert. Les mouvements pratiqués dans le Tai Chi permettent aux patients de mieux prendre conscience de leur propre corps. Avec le temps, ils parviennent à identifier de façon plus précise les tensions qu'ils ressentent au plus profond de leur organisme, puis à les influencer eux-mêmes. Certains mouvements des bras, par exemple, ont des effets positifs sur le dos. Le flux de qi le long de la colonne vertébrale est stimulé et le corps se régénère plus rapidement. Wirbelsäule aufgerichtet, locker. Aber Schulter dabei unten lassen. Genau, sehr gut. Da, genau, und lösen. À Hambourg, dans un parc situé en plein cœur du quartier de Saint-Pauli, une sorte de monastère en plein air accueille ceux et celles pour qui le Tai Chi est devenu une voie spirituelle. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, ces élèves s'entraînent entre 7h et 8h sans prononcer un seul mot, vœu de silence oblige. C'est Jan Zilberstorff qui est à l'origine de cet entraînement intensif, une idée qu'il a eue il y a quelques années. Baptisé Temple Park, cet endroit est un lieu de retraite pour tous ceux qui veulent échapper au stress du quotidien.
Le tai chi est une discipline qui travaille tout en douceur. Cela signifie que les progrès arrivent lentement, au fil du temps. C'est une discipline dans laquelle on peut prendre le temps de s'habituer à un nouvel état d'esprit et d'entrer totalement dedans. Dans un premier temps, on acquiert une conscience plus importante de son propre corps. On se sent bien dans son corps, apaisé, et l'esprit devient lui aussi plus calme, ce qui permet d'affronter le quotidien avec plus de flegme, de mieux gérer les situations de tous les jours. On reste plus au centre, physiquement dans l'autodéfense, mais aussi sur le plan mental et spirituel, et ces qualités ne cessent de s'approfondir.